Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais aujourd'hui, j'avais envie de dire des choses gentilles. Et ce matin, en me plongeant dans la lecture de Libération, j'en ai trouvé, mettez d'ailleurs, Libération. Libération, c'est souvent le journal qui a ma préférence, un réflexe venu de l'adolescence lorsqu'il fallait demander instamment aux vendeurs de journaux qu'ils le commandent, ce putain de Libération. Et lorsqu'on l'avait, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine, eh bien, sa lecture au bahut pouvait nous valoir une paire d'heures de colle. En cela, lire l'Humanité valait la même peine. D'ailleurs. Et donc ce matin, je me suis acheté Libération et je suis tombé sur cet incroyable reportage qui narrait la maraude d'une brigade de la SNCF à la recherche dans les gares hexagonales des personnes en détresse. Détresse sociale, physique, économique. Ils et elles fonctionnent par groupe de 3 et sont chargés d'identifier les silhouettes puis les visages, de fabriquer des liens avec eux, sans abri, paumés provisoires, drogués en mal de produits, retraités en mal de chauffage et de chaleur humaine. La gare comme un havre de paix, un lien de socialisation. Et ils sont assis sur un banc, semblant attendre un train, planqués sous un escalator dans un recoin de parking. L'équipe les repère aux 2 sacs plastiques remplis de fringues qui sont posés à côté d'eux, plutôt qu'une valise, à une posture courbée, à l'état des mains. Certains sont à la rue depuis longtemps et déjà marqués, d'autres sont encore frais, pas encore ingurgités par la rue. Et puis, ils racontent leur vie, ils racontent ce qui leur est arrivé. Et le journaliste de Libération rencontre donc ces 3 membres de la brigade des réseaux ferrés et qui leur racontent qu'ils sont là pour repérer les gens dans la détresse. Toutes les catégories sociales, racontent-ils, ont des récits de chute avec leurs circonstances aggravantes, maladie mentale, divorce destructeur, addiction, chômage, retraite trop petite et depuis 1 an, le Covid. Pour eux, racontent toujours ces membres de cette brigade des réseaux ferrés, la gare est vécue comme une maison avec des portes ouvertes. Ils y sont en sécurité parce qu'il y a beaucoup de monde. Et ensuite, quoi faire une fois la difficulté repérée ? Il faut retisser du lien, les orienter vers des associations sur le bon organisme, parler, rassurer, persuader, du travail social plus que du flicage. Et je ne sais pas vous, mais moi ce matin, en lisant cet article, j'ai trouvé plutôt sain de savoir qu'une partie des impôts servait à payer, sans doute petitement, ces brigades qui arpentent les gares de l'Hexagone plutôt que de financer une étude à la con sur la mainmise des islamo-gauchistes dans l'université française. Pauvreté dans les gares, une équipe en mission invisible, c'est à lire dans le Libération d'aujourd'hui et c'est chaudement recommandé par la maison. Et puis au matin avec le café, ça revigore un peu. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 32, réalisé et mise en onde par Alban Pelletier. On parle ce soir d'un communiqué publié à l'initiative d'une intersyndicale sous le titre Culture en danger et appelant à une assemblée et un rassemblement le jeudi 4 mars à 14h à la préfecture de Toulouse. On en parle avec François Dorembus et puis nous écouterons de larges extraits du répertoire d'Édredons Sensibles, quartet détonnant à la veille de leur passage la semaine prochaine aux Inouïs du Printemps de Bourges, dispositif national de repérage et de sélection des nouveaux talents. Ça se passera vendredi prochain, 5 mars, lors d'un concert évidemment sans public au métronome. Du coup, Édredons Sensibles est dans ce studio, vous allez les entendre et ça fait du bruit, avec armes et bagages, 2 batteries, 2 saxophones pour des morceaux vivants joués en direct. Ça commence tout de suite, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou, toujours Campus FM, mais c'est toujours Caramel Mou que vous écoutez en ce moment. Le morceau qui vient d'avoir lieu dans ce studio d'où sans doute vous débouchez un peu les oreilles. Mais comme ça, vous avez largement de quoi écouter les deux suivants. Ils seront joués pendant l'heure qui vient. Et entre tout ça, on essaiera de parler un petit moment avec les 4 musiciens des Dodons Sensibles en direct de ce studio. Mais avant tout cela, on va parler d'un appel à manifester qui a été lancé par une intersyndicale des métiers du spectacle. Le communiqué s'appelle Culture en danger. Il est signé d'une intersyndicale regroupant entre autres le syndicat des musiciens de la CGT, le SNAM, la SCC, la compagnie de cirque, c'est le syndicat pour les compagnies de cirque, et le SINAVI, le syndicat national des arts vivants. Ça, c'est le syndicat qui représente les petites compagnies de théâtre et de danse. Depuis, il y a d'autres organisations qui ont ratifié ce document, donc Culture en danger, appelant à un rassemblement le 4 mars à 14h devant la préfecture de région de Toulouse. Pour nous parler de cet appel, du pourquoi et du comment de ce mouvement, un an après le début du confinement dans l'Hexagone, François Dorembus, bonsoir. François Dorembus qui est affilié lui au syndicat CGT des musiciens. Pourquoi François Dorembus cet appel à ce moment de l'année? Et dans le micro s'il vous plaît. Ouais, est-ce que ça va là? Ça va bien. On entend bien, alors d'accord. Pourquoi cet appel? En fait, cet appel, il est la résonance d'appels qui durent déjà depuis un moment de la part de nos représentants syndicaux et du manque de dialogue avec le ministère qui dure maintenant depuis, on va dire, depuis le début de l'année, depuis qu'on essaie de trouver un petit peu de visibilité et puis de faire des propositions aussi. Parce qu'on voit bien qu'on est dans un mal-être, un malaise, une épidémie qui dure, hein, et qu'il va falloir que le 31 août, l'échéance de cette fameuse année blanche, où en termes de communication, tout le monde pense que tout est réglé pour les artistes. Alors je prendrai 2 minutes pour parler des trous dans la raquette, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais. On parlait tout à l'heure ensemble des plasticiens. Et on va en parler juste après. Des jeunes qui ne sont plus des jeunes, là, comme ceux qu'on vient d'écouter. Ceux qu'on vient d'écouter avec cette grande intelligence là, qui sortait de l'école de formation professionnelle musicale il y a encore 5 ans. Mais pour ceux qui sont sortis l'année dernière et qui leur manquaient les 10, 12 cachets qu'il leur faut pour passer à l'intermittence, soit ils ont pu bénéficier du RSA s'ils ont moins de 25 ans, mais si ce n'est pas le cas, ils sont dans la mouise complète. Donc c'est les primo-entrants, il y a les gens qui n'ont même plus la possibilité d'ouvrir des droits à la sécurité sociale. Et le RSA, s'ils ont moins de 25 ans, ils l'ont pas. Hein. C'est ce que j'ai pas été bien clair. Peut-être c'est le. Oui, ils n'ont pas eu le RSA. C'est l'apéro, peut-être. Ils n'ont pas eu le RSA parce qu'ils ont moins de 25 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye en vain. Voilà, on est habitué. Hein, je veux pas faire de caricature parce que l'État est présent et l'État est pas complètement absent au niveau des structures, au niveau des salles, au niveau des gens qui ont des permanents, au niveau du chômage partiel. Il y a des choses qui sont faites. Mais il y a énormément de trous dans la raquette pour tous les artistes musiciens qui sont en freelance, qui ne sont pas au sein d'une compagnie, qui ne sont pas attachés à une structure voilà, ou à une grosse boîte de prod. Et puis, voilà, il y a cette échéance du 31 août qui arrive, qui était dans l'idée de la prolongation, une possibilité pour les artistes et les musiciens, les comédiens et tous les gens du cinéma aussi, avec une reprise du travail au 1er septembre 2020. Voilà. C'est-à-dire que la période d'impossibilité de travailler était censée s'arrêter plus tôt. Donc pour l'instant, on est sans nouvelles, et même avec des nouvelles plutôt alarmantes de quelque chose qui ressemblerait à, je ne veux pas rentrer dans des détails techniques pour nos auditeurs, hein, mais qui ressemblerait plus aux clauses de rattrapage qu'on avait. C'est-à-dire on aurait 6 mois
mois pour faire les dates qui nous manquent, pendant lesquelles on sera indemnisé, mais après, et puis quelle reprise et dans quelles conditions. Et faudrait-il Voilà, encore reprendre à l'automne, avec l'embouteillage qui s'annonce, tout ça. Enfin bon, voilà. On est vraiment botté en touche par le ministère pour pas dire qu'on est pris pour des billes ou pour des gueux, encore une fois. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour parler aussi de quelque chose de positif et de mobilisant, qui est plus, on va dire, une réflexion personnelle qu'une réflexion syndicale, c'est que je pense, quand je vois l'intelligence musicale là, qui règne dans cette pièce, et à laquelle on est avec les organisateurs de festivals, avec nos programmateurs, pour laquelle on a cette foi dans la musique. La source, c'est nous, quoi. C'est les artistes. Et en ce moment, que ce soit en Angleterre, au Guatemala, où les artistes ils continuent de créer. Et c'est peut-être bien que le Covid aussi, il nous fasse revenir à ça. Le trésor, la mine d'or, c'est nous qui l'avons. Enfin, c'est nous qui la fabriquons. On est là, on est dans. Alors, il y a des notamment comme notre organisateur de Luce Saint-Sauveur, des gens qui sont Jean-Pierre Lérac, qui sont des militants. Pour moi, c'est des artistes de la profession, des artistes du festival, de l'organisation, quoi. Mais voilà, c'est pour discuter beaucoup avec les institutions, à travers les Coreps et en région et autres. J'aimerais qu'on prenne conscience que si on ne nous écoute pas et si on ne nous entend pas avec je vais peut-être passer quand même une minute ou deux sur les propositions aussi qu'on fait. Voilà, mais peut-être quand même, etc. On va revenir aussi sur le constat que vous faites. Vous disiez qu'il y avait quelques trous dans le filet de protection qui a été mis en place par le gouvernement jupitérien depuis le début du confinement, et ces quelques trous, on va peut-être les citer aussi. Vous dites ainsi que le fait de l'accession au chômage partiel ne concerne que très peu l'intermittence. Et les derniers chiffres que l'on a, c'est en septembre, il y avait à peu près 4% des intermittents qui avaient eu droit à un moment donné à du chômage partiel, ce qui fait quand même très très peu. Que pour cause de non-travail, les travailleurs de la culture voient leurs droits sociaux fondre. Et pour cause, puisqu'ils ne cotisent pas, que les organismes de protection sociale du secteur culturel sont durement touchés par l'absence de cotisations liées justement à l'effondrement du volume de travail dans ce secteur. Cet appel à rassemblement jeudi pose un certain nombre de demandes aussi, donc vous allez un peu nous les définir, mais il y a la prolongation, vous venez d'en parler, de l'année blanche pour les intermittents du spectacle au-delà du 31 août, un fonds pour l'emploi afin de pouvoir salarier tous les temps de répétition, tous les temps d'enregistrement ou autres captations vidéo qui sont largement soutenus par le ministère de la Culture, mais qui actuellement ne sont pas financés. Vous demandez aussi une consolidation des organismes sociaux du secteur, parce que ces organismes sociaux vont aussi exploser, puisqu'il y a un certain nombre de cotisations qui n'arrivent pas, et pour cause, le secteur est quasiment en chômage depuis un an. Vous demandez aussi des mesures d'urgence pour les artistes auteurs, et les écrivains en particulier, qui alors là sont complètement sinistrés, parce que eux, le statut d'intermittent, ils ne l'ont pas du tout, et tant qu'ils écrivent pas, ils ne sont pas payés. Et c'est vrai que la situation actuellement de toute la littérature est quand même un peu compliquée. On rajoutera à cela les plasticiens, tous les arts visuels, qui eux aussi sont largement oubliés par l'intermittence et qui depuis un an ne sont plus diffusés par les musées, ne peuvent pas vendre leurs œuvres, ne sont pas du tout médiatisés, et par contre ils sont au chômage. Il y a tout un secteur là culturel qui est en déshérence complète depuis un an. Ni Franck Riester ni notre ministre actuelle de la Culture, Roselyne Bachelot, toujours magnifique lorsqu'elle porte des tailleurs roses, n'ont l'air de faire quelque chose. C'est vrai que la situation est quand même un peu compliquée dans le monde du spectacle. Ouais, et de la culture, parce qu'il n'y a pas que le spectacle pour nous. Alors, il y a deux choses qui vont me permettre de compléter ou de préciser un petit peu tout ce que tu viens de dire. Bon, déjà, cet appel et cet éditorial que tu fais, il est maintenant signé par le Syndéac, qui est vraiment les employeurs de toutes les grosses scènes, toutes les grosses prods, le SNSP, qui est les grosses scènes publiques en France, le SMA, qui est une plus petite salle, mais enfin plus dédié aux musiques actuelles. Donc vraiment, on n'est pas, je vais pulvériser un peu le
concept de l'assistanat des gueux. Non seulement on est sur un appel vraiment unitaire de l'ensemble de la profession, hein, des représentants de la profession, c'est-à-dire employeurs et salariés, petites compagnies, grosses, salles et salariés. Et ensuite, le projet, enfin ce projet de demande qui s'appelle travailler, pas travailler ensemble, travailler encore, travailler toujours, bref. Ouais, ensemble, travaillons toujours. C'est-à-dire de faire que les structures nous accueillent, que la solidarité nationale, elle aille directement aux salariés, c'est-à-dire qu'on soit rémunéré pour des résidences, des représentations, des captations, puisque seuls les gens qui ont vraiment des gros moyens, les artistes qui ont des gros moyens peuvent faire des captations dans de très bonnes conditions. Enfin, moi, personnellement, jouer, je les vois pas, je nous vois pas jouer sur Zoom, ce qu'on vient d'entendre ici. Donc, en effet, c'est des choses que vous allez pouvoir faire aux Inouïs. Mais donc, il y a que cet argent soit injecté directement sur des accueils en résidence et du salariat fait d'une pierre deux coups, ce qu'on appelle un cercle vertueux, va pouvoir de nouveau aussi, puisqu'on sait bien que pour une masse salariale de 200 €, il y a 100 € qui repartent sur les caisses sociales. Ok. Oui, et Jean-Pierre Lérac, vous vouliez rajouter quelque chose? Vous êtes venu dans ce studio pour écouter Édredon Sensible, mais vous allez quand même dire quelque chose sur ces secteurs, puisque vous n'êtes pas insensible en tant qu'organisateur de spectacle. Je comprends complètement tout ça. Alors moi, je veux dire, je crois qu'il y a une part des organisateurs aussi, parce que moi, on parle des captations, et c'est vrai que nous, par exemple, à Luce, lorsqu'on fait des captations, c'est pour nous important que les musiciens jouent en conditions de concert. Je crois que ça aussi, qu'il faut que nous aussi, on prenne conscience de ça, et je crois que là-dessus, nous, si on fait des captations, c'est pas pour ne pas faire jouer les musiciens. Je crois que, bon, après, je ne vais pas faire des morales aux autres, mais je crois que ça, c'est important aussi, c'est pour ça, en ce sens, qu'on peut être solidaire aussi. Oui, il y a aussi pour finir avec ça, si je n'ai pas dépassé le temps imparti, il serait temps de lever le lièvre aussi de ce travail invisible. Les intermittents du spectacle n'ont pas 507 heures à faire pour exercer leur métier. Et c'est la face apparente de l'iceberg, c'est-à-dire que ça va être déjà la difficulté de trouver 43 cachets déclarés dans l'année. Mais il y a tout ce travail qu'on fait de répète et tout ça, et de création, de résidence, qui est pris en charge par l'UNEDIC, en fait, puisqu'on est en effet indemnisé dans les périodes où on n'est censé pas travailler, alors qu'on crée, qu'on répète et tout. Peut-être qu'un jour, on pourra sortir de ce cercle qui n'est pas du tout vertueux, qui vide les caisses du coup de l'UNEDIC et qui nous met en porte-à-faux, où on sera rémunéré pour l'ensemble de notre travail, et peut-être indemnisé pour les vraies périodes chômées, qui sont en fait beaucoup plus étroites que l'affichage. Ouais. Donc il y a ces 3 points qui sont un vrai cercle vertueux en ce moment, en période de Covid, mais qui ne sont qu'un révélateur de choses qui pourraient être pérennes. De ça, on est loin du compte. Ouais. En tout cas, on n'est pas entendu du tout sur ces sujets. On est vraiment pris pour des nazes, alors qu'on est dans un projet constructif qui coûte beaucoup moins cher finalement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets sociaux qui sont dans le même cas. Voilà, qui coûterait beaucoup moins cher en fait à l'État que de la solidarité ou de l'assistanat justement, et en plus on revendique de pouvoir travailler quand même, c'est ça, travailler quand même, ça me revient. C'est l'âge, excusez-moi. Et c'est vrai que on est sans doute les deux. On est toujours en attente de la réouverture des salles, et ce n'est sans doute pas avec les expérimentations de caves, les concerts assistés par virologues, lancés dès le mois prochain par Roselyne Bachelot, qui vont y changer quelque chose. Comme ça en passant, elle annonce déjà 2 concerts pour voir qu'est-ce que ça donne, le temps que toute la virologie se mette en place, qu'on fasse les examens et qu'on ait les résultats. Allez, on va tranquillement jusqu'à fin août, début septembre, pour peut-être voir une éclaircie. Ça veut faire dire le deuxième set. Voilà, ça veut dire que les festivals de cet été ont sans doute aussi du souci à se faire, n'en déplaise à Jean-Pierre Lérac que j'ai en face de moi et qui commence à tordre le nez. Donc, en tout cas, pour
pour ce rassemblement. Je le rappelle, c'est le 4 mars à 14h devant la préfecture de région. Une des dernières choses que vous demandez, c'est justement que le ministère et les agents du ministère de la Culture entament des concertations avec tous les acteurs du secteur culturel pour définir les conditions de réouverture. Et là aussi, apparemment, c'est pas ce qui est promu par notre cher ministre de la Culture. En tout cas, on va peut-être en rester là, François Dorenbus, pour aujourd'hui. Le malaise dans la culture, on en parle déjà depuis un an. Je pense que le sujet n'est pas épuisé. On y reviendra sans doute très vite. Il était là avant Voilà. aussi. Hein, Oui. voilà. Oui, mais c'est un amplificateur. Simplement, ce que ça peut être mis en exergue, tous les services publics, d'ailleurs. Ce malaise, c'est que le milieu du spectacle est très divers et qu'il y a eu un peu de mal à ce que tout le monde parte en même temps pour les mêmes revendications, même si c'est en train, et vous venez de nous le dire avec les gens qui ont rejoint un peu cet appel, de se clarifier. C'est vrai que les plasticiens ne sont toujours pas dans la boucle, mais ça ne va pas tarder. En tout cas, merci d'être venu nous parler de ce... merci à toi de cet appel à rassemblement dans le 4 mars à 14h devant la préfecture de région à Toulouse. Et même les gens qui ne travaillent pas dans le spectacle mais qui vont au concert sont largement associés à cette demande de rassemblement. Jingle. Et puis, on va écouter le deuxième morceau d'Edredon Sensible. Merci François. Je note les noms, les jeunes. Voilà, très bien. 4 mars. Notez à la sortie. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un moteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel.
Edredon sensible, en direct du studio de Campus FM. Un son énorme, j'espère que de l'autre côté du poste, les baffles ne tremblent pas trop. La musique est assez saisissante, toujours en direct dans ce studio. Jean-Pierre Lérac, avant de m'entretenir avec ces 4 musiciens, on va quand même donner leur nom. Ils ont suffisamment soufflé et tapé dans leur biniou et sur leur tambour pour le mériter. Jean Lacarrière au sax ténor, Tristan Charles Alfred au sax baryton, Antoine Perdriol à la batterie et Mathias Bail à la deuxième batterie. C'est pour ça qu'il y a de la polyrythmie dans l'air, mais qu'il y a aussi du bruit. Jean-Pierre Lérac, 2-3 mots sur cette formation, j'allais dire assez atypique quand même sur la scène toulousaine. Elle est atypique, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En fait, nous, on l'a programmé Edredon il y a, je sais pas, 3 ans, je crois, au Festival de Luce. On les a programmés au pavé aussi. Je dois dire tout de suite, j'adore ce groupe et ça depuis le début. Et moi, ce que j'aime, c'est ce groupe. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de propositions, nous, à Luce et au pavé. Et je peux dire un truc, c'est que cette formation, elle est assez unique. Il n'y a personne qui fait ce qu'ils font. Aucune formation qui font ce qu'elle fait, cette formation-là. Ça ressemble à rien d'autre, quoi. C'est-à-dire là, il y a très peu de formations. Il y a l'excellence instrumentale et en même temps l'énergie. Et ça, je crois que c'est assez unique. Franchement, je crois que c'est les seuls à faire ça en France. Et moi, souvent, lorsqu'on me demande, j'en parle des fois de ce groupe avec d'autres organisateurs, et lorsqu'ils me demandent qu'est-ce que c'est leur musique, moi, je dis, le froid-bête, ça va pas leur plaire, mais je dis c'est Albert Ayler et Farwa Sanders qui a rencontré une batucada. Pour moi, ça résume un petit peu l'histoire, voilà. Et c'est une jolie définition. Vous pourriez peut-être l'adopter pour votre dossier de presse Edredon sensible. Tristan, le projet de départ d'Edredon, c'était quoi? C'était ce que vient de dire Jean-Pierre, faire quelque chose. C'est plutôt Jean qui. Oh, Tristan, ouais. C'était quoi le projet d'Edredon? C'était d'être ce que Jean-Pierre Lérac vient de dire, une formation un peu unique, avec un son là aussi unique et une démarche artistique que l'on ne retrouve pas partout. Bonsoir. Ouais, et reprenez votre souffle, vous en avez peut-être besoin. Non, ça va. Si, quand même, finalement. Ouais, bah, au début, je crois que surtout ce qu'on voulait faire, c'était faire des morceaux qui duraient super longtemps. Je crois que c'était vraiment ça le principe de base. On avait un prof, en fait, qui nous avait dit un truc. Je sais plus, je crois que c'était Charlier Souris, je sais pas si tu vois, c'est des jazzeux de Paris, très très forts et tout, et qui était venu nous faire un stage à Musical, et qui nous avait dit, nous quand on bosse un groove, donc c'est orgue et batterie quoi, quand on bosse un groove, on fait la mesure, et on la fait pendant 2 minutes, pendant 2 minutes, au début tu trouves ça cool, les 5 minutes d'après tu commences à te faire un peu chier, et après, les 10 minutes d'après, c'est le pied. C'est la fête, quoi. Et du coup, on avait envie de faire ça. Ah ouais. Simplement, vous avez pris la décision de passer les 2 premières minutes et de passer directement à la 7e pour éviter le pont de 5 minutes qui est insupportable. c'est un peu ça. Mais c'est vrai que si on peut éviter ça, c'est bien. C'est vrai que si on devait parler un peu de cuisine, votre musique, c'est quoi? C'est un riff qui tourne en boucle pendant un petit moment. C'est une musique qui avance, imperturbable, comme une locomotive qui serait lancée et qui aurait lâché les chevaux sans pouvoir s'arrêter. C'est plutôt échevelé comme musique, percutante. On parlait de polyrythmie. C'est vrai que ça définit un peu votre musique et la façon de l'approcher. C'est qui répond? C'est cette fois Jean qui se lance. Coucou. Eh bien... Ouais, est-ce que d'abord, c'est une cuisine, la musique d'Edredon sensible? C'est des choses qui reviennent régulièrement et que vous cuisinez de manière différente à chaque fois, mais avec à peu près toujours les mêmes éléments. Ouais, on essaye d'avoir des choses assez minimalistes, mais on fait comme des soupes à cuisson très longues. Du coup, il faut répéter 1 milliard de fois la même chose. Il y a un aspect marathonien, au moins au début. Et on élimine beaucoup de choses
Des concepts musicaux des fois qui sont lourds, qui nous éloignent de l'effet cherché, ou on cherche souvent l'épure avant d'exploser. Quand vous dites l'effet recherché, c'est quoi l'effet recherché? C'est la trance, c'est la danse, c'est agiter le public? Ouais, et que ça marche, que ça a une consistance particulière, un grain particulier. Des fois, quand c'est trop académiquement musicien, ça marche moins que quand c'est plus spontané, plus primitif. Donc on cherche ces zones-là. Des fois, on amène de la technique musicale, des fois, on en enlève. Mais on en enlève plus souvent qu'on en rajoute. Parce que c'est vrai que de la technique, vous en avez, vous sortez tous d'écoles de musique, vous avez des heures d'études derrière vous, mais effectivement, quand on vous écoute, il y a ce côté tribal qui ressort et qui fait que c'est une musique plutôt sauvage et qui a l'air en dehors des codes. C'est moi qui réponds du coup. Ouais. Et ouais, je sais pas trop comment expliquer ça. En fait, je pense c'est vachement lié sûrement au fait que on est très très potes entre nous. On aime bien faire la fête et on aime bien je pense qu'on aime bien la musique un peu intense de manière générale et vivre les choses intensément. Du coup, je pense que c'est ça qui a dû nous éloigner aussi. Au final, on n'est pas on a tous fait des écoles et tout, mais on n'est pas non plus des bêtes de concours du jazz, par exemple. Je pense, sans vouloir vous vexer, les gars. Même si je trouve que vous êtes super fort quand même. Il y a Mathias sur ma gauche qui est en train de se dire merde, je suis pas un musicien de jazz. Ah mais non, ça va pas. Je pense qu'on est carrément des musiciens de jazz, mais je veux dire, je vais m'enfoncer. Ça y est. Non, par contre, Tristan, on n'a jamais encore. C'est vous qui venez de lancer le mot à l'instant. On n'avait pas encore parlé de jazz, parce qu'effectivement, peut-être cette musique, elle est au-delà du jazz. Même si c'est de la musique improvisée ou c'est des compositions qui sont très écrites, par exemple. Et c'est les deux. C'est les deux, vu que ça part toujours d'une rythmique, d'un rythme qui est très écrit. Souvent, il y a un thème ou un riff qui est écrit aussi. Et après, on essaie de vivre à l'intérieur, quoi. Après, juste par rapport à l'écrit, on utilise de moins en moins l'écrit, voire quasiment jamais. Le fait d'avoir des formes simples amène des discussions assez simples et on peut parler de grains assez rapidement, plus que d'un placement parfait. Ça rajoute de l'intuition et une recherche qui n'est pas forcément académique. Des fois, je trouve ça bien d'être loin des formes. Des formes codées par des siècles et des siècles de pratique et d'écriture. Ouais, et puis d'académisme. Antoine, donc la particularité de ce quartet, c'est qu'il y a 2 saxes, mais surtout 2 batteries. Comment se fait le travail entre les 2 batteurs et on parlait de polyrythmie tout à l'heure. Vous êtes plus habile avec vos baguettes qu'avec un micro. Mais bon, je vais le mettre comme ça, mais je suis obligé de te tourner le dos, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, on fera avec. Tant qu'on vous entend dans le micro, ça suffira. Bonjour. Voilà, pour expliquer quand même la scène, le studio est grand, mais on est 6 dedans, donc ça fait même 7 avec François qui est resté parmi nous, donc ça fait quand même un peu petit, et pour effectivement trouver de la place autour du micro, c'est un peu compliqué pour parler. Donc je reprécise ma question, le travail entre les 2 batteurs, puisque vous ne jouez quasiment pas, vous êtes sur la même pulsation, mais vous ne jouez pas de la même manière tous les deux. Comment ça se travaille, cette complémentarité? Comment Tristan disait que vous êtes des potes, vous vous connaissez depuis longtemps. Ça suffit pour pouvoir jouer comme ça de manière différente et pourtant sur la même pulsation? Après, quand on parlait un peu d'écriture, dans le sens où on n'écrit pas sur le papier, mais on écrit des tournes, dans le sens où on confectionne des tournes où justement l'intérêt qu'on ait 4
enfin 8 membres chacun à la place de 4 en général dans un groupe où il y a un batteur. Voilà. Ça donne des possibilités assez chouettes et que du coup on exploite le plus possible, quoi. Une unité à 8 membres, vous allez bientôt signer chez la Marvel. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et c'est vrai que c'est quand même ce qui est aussi étonnant dans cette formation, c'est l'assise rythmique qui entraîne tout le reste et qui sert de colonne vertébrale au quartet. Et on a l'impression que quand c'est parti, quoi. Il n'y a rien qui pourrait vous empêcher de tracer la route. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on cherche, quoi. Si c'est l'effet que ça fait. En vérité, c'est plus compliqué que ça, je pense. Ah ouais, c'est peut-être, mais alors elle est où la complication, ouais, justement, Tristan? Bah, par exemple, l'autre jour, j'ai cassé mon saxophone. Ah. Du coup, j'ai dû arrêter de jouer. et là, la rythmique s'est arrêtée? Non, mais je sais plus ce qui s'est passé, mais c'était vaseux comme moment. Bon, c'est vrai que le quartet, pour le coup, a l'air d'être là aussi une machine de guerre avec quatre personnes sur scène qui êtes sur la même pulsation et vous vivez à peu près la même chose au même moment, même en jouant sur des instruments différents. C'est ça aussi, c'est ce que vous ressentez sur scène? Ouais, je pense vraiment. Ça me fait penser à ce qu'on se disait avec Mathias, je crois que c'était hier. Pareil, on a les mêmes blagues, le même délire, les mêmes humours, parce que justement on passe beaucoup de temps ensemble depuis beaucoup d'années là maintenant, et qu'on se disait c'est quand même dingue qu'on a quand même des délires, si vous voyez nos répètes humoristiques un peu aberrants et complètement poussés que peut-être d'autres gens se diraient mais qu'est-ce qu'ils racontent. Et enfin tout ça pour dire que avec tout le temps qu'on passe ensemble. Depuis tout ce temps-là, la musique, l'amitié, tout ça, ça fait que... La cohésion, elle vient de là. Enfin, en tout cas, on prend pas mal de plaisir justement à entretenir ça et à le partager sur scène, quoi. Jean-Pierre. Oui, François. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui traverse toutes les esthétiques, puisque je les ai connus tout gamin, enfin il y a 5 ans. C'est l'intelligence, c'est la sensibilité au son. Ça va de la musique classique, donc on s'en fout un peu des étiquettes. Et ça, c'est un talent. C'est aussi quelque chose qui s'apprend pas. C'est ce goût. Et moi, c'est ce que j'entends là, même si c'est pas nécessairement la musique que j'écoute d'habitude. Je suis de suite pris par leur son, quoi, par le son. Et ça, c'est ce qui est le plus précieux dans un groupe, ou dans une voix, ou dans un soliste. Et ça, c'est de l'or, quoi, les gars. Vraiment, c'est une tuerie. Ouais, je voudrais reparler d'une soirée à Myris. J'en profite pour justement parler de Myris. C'est là qu'il y a ce genre de concert, ça pouvait se faire qu'à Myris, et c'est là qu'on voit l'importance de cette salle. Et en fait, à Myris, il y avait eu ce concert où ils avaient invité une trentaine de musiciens. Je me souviens, ça avait été un truc, et des musiciens qui avaient joué la musique des Redons Sensibles, et ça avait été quand même un truc extraordinaire. Il y avait tous les musiciens de Toulouse étaient sur scène. Il faut simplement rappeler que dans les musiciens, parce qu'ils n'y étaient pas tous, parce qu'il n'y avait que des saxophonistes ou des batteurs. Et c'est vrai que là vous les musiciens n'étaient pas voilà. Là, vous aviez réuni. Il y avait même quelqu'un qui faisait un footing. Voilà. Bon, mais c'est justement parce que lui ne savait ni jouer ni batterie ni sax. C'était sa participation à l'ensemble. C'est vrai que c'était une occasion pour dire notre soutien à Myris. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes parti sur des projets un peu folding comme ça. Et ce concert-là à Myris, il y a 2 ans, je sais pas, c'était dans quoi? C'était avec le Yucca que vous aviez? C'était pour le grand bal. C'était le grand bal du Yucca. C'est vrai qu'il y avait quoi? Il y avait une 35, 36... 33. Voilà. 33, 36 au final. 33 en tout. 15 batteurs, 15 sax, quelque chose comme ça. C'est vrai que vous êtes amateur de ce style de raout et de trucs complètement fous. Enfin, on ne pensait pas que ce soit possible une telle réunion. Surtout ce qu'on ne pensait pas, c'est que ça sonne aussi bien. Parce que par contre, le résultat des courses, quand même, voilà, c'est que le concert a énormément sonné. Après, il y avait quand même des super musiciens. C'est vrai aussi. Vous êtes très flatté d'avoir été suivi
toute cette belle population de Toulouse. Ouais, vous avez des amis très pertinents en matière de musique. C'est vrai qu'il faut aussi le rappeler. Mais on pourrait raconter plein d'anecdotes. Moi, c'est la seule fois que j'ai vu le grand couloir de l'Impro, ce bar qui est maintenant fermé depuis 1 an. Ce grand couloir de l'Impro avec tous les spectateurs qui étaient bloqués dans ce couloir et qui sautaient comme des malades. Et quand on se retournait, on voyait toutes les têtes qui sautaient en cadence. C'est vrai que vous êtes quand même capable de dégénérer ce style de réaction. Et on va peut-être arrêter avec ce discours dithyrambique, puisque vous êtes aussi venu de nous parler de votre actualité. Votre actualité, c'est la création d'un album qu'on attend quand même depuis longtemps, parce que vous êtes quand même un peu je m'en foutiste. Ça fait combien de temps qu'on attend un son et des enregistrements un peu corrects que l'on puisse passer à la radio? Ça, c'est quasiment impossible. Vous en êtes où de l'album? Il arrive, il se fait, vous avez décidé de ne pas en faire du tout? Mais oui, il est mixé, on a tout fait presque. Ah là, ouais. il faut juste faire les machins pour l'écouter, quoi. En fait, il aurait dû sortir déjà bien avant si le Covid Covid n'avait pas sévi. C'est la faute au Covid. Exactement. Bon, parfait. Et donc, en fait, justement, on l'a pas mal repoussé parce qu'à la base, on voulait faire une grosse soirée au Mixart. On s'était prévu, en gros, qu'on fasse la sortie d'album au Mixart. Et donc, voilà, là, je sais pas trop comment ça va évoluer, ce truc-là. Mais... Peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi Jean-Luc Boudin a décidé de fermer Miris. Il ne voulait absolument pas que vous jouiez une nouvelle fois dans cette salle qui a plein d'ennuis. On en parle ici assez régulièrement, on ne va pas vous refaire l'histoire. Sauf que je pense que les ennuis ne sont pas terminés. La semaine prochaine, pour vous, par contre, c'est quelque chose d'un peu important. C'est votre passage dans le cadre des Inouïs, dont les Inouïs, cette sélection entamée par le Printemps de Bourges il y a déjà quelques années, peut-être une quarantaine. Chaque année, le Printemps de Bourges se met en tête de trouver de nouveaux talents, de nouveaux espoirs, de groupes à suivre avec intérêt. Il y a plein de groupes qui sont sortis de ce qu'on a appelé les sélections du printemps. Maintenant, ça s'appelle les Inouïs. Mais ici, sur Toulouse, il y a eu Zebda, il y a eu Fly the Talks, il y a eu plein de gens comme ça qui ont été repérés et qui ont depuis fait carrière pour la plupart. Ça représente quoi pour vous, ce passage aux Inouïs? C'est qui répond? Ah ben, allez. Allez, Antoine. Ça représente quoi? Ça représente... Une super opportunité de se faire écouter dans plein d'endroits où on ne serait peut-être pas fait entendre. Ouais, puisque là, il va y avoir aussi des programmateurs qui vont être dans la salle pour vous écouter. Quelques-uns. Après, en fait, c'est dans chaque région, donc il y a les concerts là qui se font. Et c'est de filmer. Et après, il y a tout un jury de beaucoup de programmateurs et organisateurs, je ne sais pas exactement, de toute la France un peu, qui vont faire le choix. Voir tout ça et faire le choix. Donc après, que tu sois sélectionné ou pas, il y a quand même plein de monde qui va voir ça, quoi. Pour un festival qui n'aura sans doute pas lieu, mais enfin il y aura quand même des échos et peut-être des retombées pour vous. On va simplement signaler les gens qui font partie de cette soirée avec vous. Il y aura Joy, il y aura Kevin Collin et les Crazy Antonin, il y aura Sociopark et donc Edredon Sensible qui sera la 4e formation de cette soirée qui aura lieu samedi prochain au Métronome, donc dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. On peut simplement vous souhaiter d'être pris et d'aller jouer pour le coup à Bourges. Ça les réveillerait un peu du côté de cette ville un peu endormie. Je parle de la ville, je parle pas du festival. On va... Jean-Pierre Lérac j'aime bien ce genre de... D'accord, ok. Jean-Pierre Lérac aime bien ce style de saillie, mais tout n'a pas. Donc voilà, Edredon Sensible, la bonne nouvelle quand même de cette émission, c'est que l'album va bientôt sortir. Une date là pour le coup? Le 23 avril. Ah mais alors là c'est fantastique. C'est tout bientôt. On a même la date, 23 avril. 23 avril. Bon, et bien ça sera sûrement la nouveauté de la semaine de
Caramel Mou lorsque cet album sera sorti. On va peut-être se quitter là-dessus et vous demander de jouer un troisième morceau, histoire de nous permettre d'attendre donc le 23 avril pour la sortie du premier album d'Edredons Sensible. Voilà, le temps que ces jeunes gens se remettent en scène, je vais peut-être vous parler de 2-3 concerts qui vont avoir lieu. Ouais. Des concerts, il n'y en a pas dans les salles, mais il y en a toujours en direct par les réseaux sociaux, comme on dit dans ces cas-là. Et par exemple, ce soir, il y a un concert en direct d'une salle de foie du trio Raffi Trollonge Bagur. Donc un trio guitare électrique, contrebasse, flûte. Ça se passe à partir de 20h15. Les billets sont à acheter parce qu'il y a aussi une économie qui commence à se mettre en place autour de ces concerts live stream. Il y a les billets qui sont achetés sur le site www.bienvenueauspectacle.com. Sur Radio Cafpo web radio à chercher sur le net, tous les jeudis il y a la retransmission en direct du concert de la pause musicale à 12h30 et jeudi prochain ça sera autour de Mortel Randonnée, le nouveau projet du quartet du trompettiste Sébastien Sirotto, d'être programmé donc par la pause musicale et Radio Cafpo à 12h30 jeudi sur le web. Et puis demain soir, on va se faire de l'autopromo. Demain soir sur les ondes de Radio Campus, il y a un nouveau concert à la radio, série entamée il y a déjà 1 mois et demi avec un solo du saxophoniste Johan Dumas. Nouveau concert à la radio demain soir à 21h et là on aura droit à un solo du guitariste Nicolas Lafourest à l'occasion de la sortie de son deuxième album solo Faulkner's Song, donc demain à 21h sur les ondes de Campus FM, ce solo de Nicolas Lafourest. Et là nous allons terminer l'émission donc avec un troisième morceau d'Edredons Sensible. Merci à vous en tout cas d'avoir fait tout ce chemin pour venir nous dégourdir les oreilles. Les micros sont à vous.
Et bien voilà, c'est avec ce dernier morceau d'Édredons Sensibles que Caramel Mousse se termine pour aujourd'hui. Merci à François Dorembus d'être venu nous parler de ce rassemblement donc des travailleurs de la culture et des autres intermittents, autres plasticiens, jeudi 4 mars à 14h devant la préfecture de la Haute-Garonne. Merci à Jean Lacarrière, Tristan, Charles-Alfred, Antoine Perdriol et Mathias Bail du groupe toulousain Édredons Sensibles pour ce set plutôt tonitruant. Merci à Alban Pelletier d'avoir assuré la réalisation et la prise du son, un peu compliqué sans doute aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre Lérac pour ses commentaires toujours pertinents. Émission que vous pouvez réécouter sur la page Facebook de Caramel Mou FM 94 ou sur la page YouTube de cette émission Caramel Mou Campus FM. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles.